Vous, les humains, qui voulez tout contrôler et tout posséder sur cette planète. Écoutez mon histoire. Elle commence bien avant votre arrivée sur cette terre, au temps où les créatures marines vivaient en harmonie dans un océan primaire. On me nomme Tortue imbriquée et je suis connue de vous pour ma sagesse et ma longévité. Depuis quelques millions d'années, j'ai quitté la terre ferme pour vivre dans cet univers marin, nourricier mais impitoyable, où il est préférable d'être chasseur que chassé. De toutes les ressources terrestres, l'eau est la plus précieuse. Sans elle, aucun animal, aucune forme de vie ne serait apparue. C'est dans l'eau que l'on trouve encore la plus grande concentration de matière vivante. Génération après génération, siècle après siècle, rien ne semblait devoir changer. Cette harmonie semblait éternelle. Puis un jour, l'eau s'est mise à bouillir, et dans un grondement de tonnerre, la terre est sortie de la mer. Inconscience, insouciance ou tout simplement ignorance. Cet acte de malveillance signifie pour nous une mort lente. Heureusement, j'ai appris à faire la différence entre ce sac en plastique et une méduse. Mais de nombreuses sœurs tout autour du monde y ont laissé la vie. Depuis la nuit des temps, l'homme n'a eu qu'une vision superficielle des océans. Durant ces 50 dernières années, l'engouement du public pour le milieu aquatique n'a cessé de grandir grâce à l'apparition du scaphandre autonome et à l'engagement de certains hommes à montrer la richesse et la beauté du monde marin. Paradoxalement, au moment même où le monde découvrait ces images, il découvrait aussi le visage des catastrophes écologiques, des ravages de certaines formes de pêche et tant d'autres agressions qui détruisent la mer. Prudemment, je remonte régulièrement à la surface pour respirer. Avec la ponte, c'est le seul contact que j'ai avec votre monde, car je passe la plus grande partie de ma vie sous l'eau. Venez,
je vous invite à visiter le domaine que je partage avec une multitude de créatures marines. L'organisation du récif atteint ici la perfection. Algues, gorgones arborescentes, éponges géantes, coraux durs et mous, avec leur cortège d'invertébrés et de poissons qui y trouvent refuge. Les poissons du récif sont réputés pour le chatoiement de leurs couleurs et leur faculté de camouflage. Les couleurs qu'arborent les poissons sont destinées à permettre aux deux sexes de se rencontrer, mais aussi à décourager les rivaux. Beaucoup de poissons se rassemblent en groupes communément appelés bancs. Les espèces chassées par les prédateurs se regroupent et se déplacent à l'unisson afin qu'il soit difficile à un prédateur de choisir et d'attaquer une seule cible. Parmi les plus célèbres, on trouvera la carangue et le grand barracuda, toujours aussi inquiétants. Pour diriger cette équipe, il faut un capitaine. Le capitaine des Caraïbes se déplace constamment sur un fond sablonneux à la recherche de petits crustacés. À l'affût dans les gorgones arborescentes, le poisson trompette se laisse souvent dériver la tête en bas. Il aspire littéralement ses proies avec son museau protractile. Ce poisson a une livrée très variable, orange, verte, marron ou jaune. C'est un très grand prédateur. Bien calé dans le courant, le poisson pêcheur attend sa proie en agitant un petit leurre au-dessus de sa bouche qui peut gober des proies aussi grosses que lui. L'anguille jardinière occupe les zones sablonneuses et se nourrit dans le courant. Très timide, au moindre danger, elle se rétracte dans sa galerie. Le carlet ocellé est le maître incontesté du camouflage. Malgré son apparence, ce n'est pas un serpent de mer, mais la serpentine dorée qui chasse le plus souvent la nuit à la recherche de petits vers et de crustacés. Le barbarin rouge ou rouget se déplace en banc, évoluant dans une chorégraphie harmonieuse. Il utilise ses barbillons pour balayer les sédiments en quête de nourriture sous l'œil angoissant de la serpentine tachetée. Le Montbain se cache au fond de grottes marines qu'il partage avec la hachette dorée. Ces poissons sortent la nuit pour se nourrir d'invertébrés sur le fond. L'élégante livrée de l'ange français juvénile préfigure le superbe poisson adulte qu'il deviendra. Évoluant avec grâce au cœur du récif, ce poisson enchante le plongeur qui le rencontre.
Mais quelle est cette chose étrange? Un nouveau piège? Je ne le pense pas, car elle appartient aux 2 plongeurs qui me rendent visite régulièrement. Empanachés de bulles, ils nagent avec moi sans agressivité et cherchent même à nouer compagnie. Leur devise est « faire connaître pour protéger ». Ils filment la vie du récif, attirés par la moindre source de vie, aussi petite soit-elle, afin de rendre compte de l'harmonie qui règne ici. Les plongeurs sont les témoins privilégiés d'éventuels changements du biotope marin qu'ils doivent absolument signaler. Cette féerie sous-marine ne doit pas vous faire oublier sa fragilité. Pour se développer, ces animaux n'ont besoin que d'une eau pure et l'absence de toute agression extérieure. Conditions que garantissent les quelques parcs naturels marins tout autour de la planète. Je vous présente maintenant 2 poissons qui ont un comportement tout à fait particulier. Le premier est le malacanthe, qui semble jouer avec ce petit coquillage. On l'appelle également vive ou torpedo, allusion à la vitesse avec laquelle il se déplace pour fondre sur les proies ou disparaître dans sa tanière. Muni d'un corps long et blanc avec une tête couverte de points jaunes et une caudale en croissant de lune, ce terrassier infatigable creuse des galeries dans le sable et les sédiments coralliens. Méfiant et constamment affairé, il se déplace au-dessus de sa tanière, qu'il entretient en permanence en ondulant des nageoires avec grâce. En l'absence de menace, il se laisse approcher comme la plupart des habitants du récif. Tout en surveillant constamment son visiteur, le malacanthe vaque à ses occupations quotidiennes. Aménager ou entretenir une cache, déplacer de petits cailloux, creuser le sol par des battements de queue pour y dénicher de petits crustacés qu'il peut également capturer en pleine eau. Outre sa forme très allongée et hydrodynamique, ce qui frappe chez ce malacanthe blanc à taches sombres sur la caudale, ce sont ses nageoires, dorsales et ventrales, très longues, dont les ondulations quasi permanentes et réversibles lui assurent une grande maîtrise de ses mouvements. Le crépuscule invite les couples à se former. La parade nuptiale se déroule en pleine eau, selon un processus assez classique chez les poissons de récif. Le couple, tournoyant plus ou moins sur lui-même, effectue de courtes incursions en direction de la surface, phases au cours desquelles, lors de brefs contacts, la femelle libère ses ovules, que le mâle s'empresse de féconder, les œufs étant immédiatement dispersés par les courants. Après toutes ces émotions, il est l'heure d'aller se coucher. Il faut avouer que le couple malacanthe a une manière bien particulière pour rejoindre sa tanière. Bonne nuit les amoureux. Le deuxième poisson qui semble fasciner nos visiteurs est la marionnette à tête d'or. Comme pour le malacanthe, beaucoup de patience et de nombreuses visites ont permis d'approcher cet étrange petit poisson, peu farouche, qui ne dépasse guère 10 cm à l'état adulte.
Il faut pour cela éviter tout mouvement brusque qui le ferait disparaître en un clin d'œil en marche arrière dans son terrier. Ce dernier, creusé avec ses puissantes mâchoires qu'il actionne comme une pelleteuse, est soigneusement entretenu. L'ouverture légèrement évasée étant généralement dissimulée par des amoncellements de petits cailloux qu'il manipule avec une grande habileté. L'orifice du trou est soigneusement maçonné dans les règles de l'art. En fait, ils vivent en petites colonies, le plus souvent à la verticale au-dessus de leur trou qu'ils ne quittent jamais, tout en gardant un contact visuel avec leurs congénères, se nourrissant de petites proies qu'ils capturent dans le courant ou qu'ils recherchent sur le sol sablonneux. En période nuptiale, le mâle acquiert un signe distinctif constitué de petites taches noires sous le menton. C'est le moment, en lumière atténuée, à l'aube ou au crépuscule, pour, toute voile dehors, essayer de séduire une femelle et l'attirer dans son terrier. C'est là, à l'abri des regards indiscrets, qu'auront lieu la ponte et la fécondation. Quelques jours plus tard, le mâle ressort de son trou, avec dans la bouche une quantité importante de minuscules œufs. L'incubation buccale est plutôt rare chez les poissons marins. La couvée est régulièrement nettoyée et oxygénée puis redéposée au fond du nid pour être ressortie un peu plus tard, et ainsi de suite jusqu'à l'éclosion. Les alevins, dont on distingue déjà ici les gros yeux, sont libérés à proximité du nid, formant une nuée qui attise l'appétit d'un grand nombre de prédateurs. En cas de danger, la marionnette disparaît brusquement dans son terrier, dont elle refermera l'entrée avec une pierre parfaitement ajustée. Je partage souvent mes repas avec les locataires du récif et je reste en admiration devant les plus petits d'entre eux.